Salut à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Cela faisait super longtemps que je ne vous avais pas partagé un cours ou une conférence. Pour ce mois d'Octobre Rose, j'ai été invité par le Centre L'Espoir à Lille pour discuter durant une soirée autour de la question des douleurs d'épaule dans le cancer du sein. À cette occasion, j'ai réalisé une captation. Durant cette conférence, j'avais évoqué les déficiences associées au cancer du sein et en particulier les douleurs, avec quelques pistes de réflexion autour des atteintes de la coiffe, des postures en enroulement aussi appelées attitudes de protection du sein et du syndrome douloureux post-mastectomie. Même si vous n'avez pas les images, je crois que vous comprendrez aisément de quoi il s'agit. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à en faire profiter les autres en partageant, likant et en vous abonnant à notre podcast. C'est très simple, il suffit de cliquer sur l'icône et vous ne raterez aucun nouvel épisode. Vous pouvez également consulter d'autres cours gratuits et l'ensemble des épisodes sur notre blog www.gem-k.com. Ah, et encore une chose, le son n'est pas parfait pour cette intervention live, j'ai parfois du mal à rester en place. Bref, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'avoir convié à cette soirée, cette conférence dans laquelle on va parler sur douleurs d'épaule et cancer du sein. La salle est grande, donc si vous ne m'entendez pas, vous me dites de parler plus fort. Si je parle trop vite, pareil. Comme ça a été annoncé, en fait, j'ai dans les pattes une journée de formation, donc je vais essayer de ne pas bafouiller et d'être calme, parce que quand je suis fatigué, je m'énerve, je me mets à parler très vite. Et ça peut devenir incompréhensible. L'objectif de cette soirée, j'ai réfléchi à ce que je pouvais vous faire sur le cancer du sein, en sachant que moi, je ne suis pas du tout un spécialiste en scénologie. Je suis spécialiste en musculo-squelettique, mais j'interviens dans le cadre du cancer du sein, notamment sur ces problématiques d'épaule, puisque je suis un spécialiste de l'épaule. Et mon idée ce soir, c'est de vous amener quelques éléments clés, points clés, qui sont souvent mis de côté en scénologie, auxquels on ne pense pas forcément. Et donc forcément, il va y avoir un petit peu aussi de rappel physiopathologique. Avant, j'aime bien toujours déclarer mes liens d'intérêt quand je démarre. Moi, je suis kiné libéral, je travaille à 3, 2 jours par semaine. Je vois que des patients musculo-squelettiques, beaucoup de rachis, beaucoup de membres supérieurs, notamment l'épaule. Je suis également formateur en formation initiale dans 3 IFMK en Bourgogne-Franche-Comté et je travaille pour beaucoup de boîtes privées, donc kiné formation à côté. Et la boîte de formation avec laquelle j'ai plus de liens d'intérêt, c'est GMK Formation que j'ai co-créé il y a quelques années maintenant, il y a presque 12 ans. Je suis également membre de MT France, qui est une association qui milite pour la thérapie manuelle orthopédique. Donc, dans mon courant de pensée, je suis très proche de la TMO, puisque j'en fais partie. Et je suis également responsable d'un comité scientifique pour les rencontres Europhysio. C'est un congrès itinérant qui a eu lieu en 2020, je crois. C'était à Lille. Et en fait, je fais un petit peu de pub. En 2024, il aura lieu à Dijon autour du thème du muscle. Donc, venez nombreuses et nombreuses. Je rappelle toujours que c'est une journée de congrès avec le légendaire apéro des régions en fin de journée. Voilà, donc c'est toujours très agréable. Avant de démarrer, une petite note importante. Comme je vous l'ai dit, j'ai une pratique en musculo-squelettique, donc je vais avoir du mal à vous amener de l'expérience en termes de cancer du sein. Je vois quelques patientes évidemment, mais c'est pas du tout la majorité de ma pratique. Par contre, je vois pas mal d'épaules. Et dans ce cadre, je pense que je peux vous amener des éléments clés. Alors, le plan de l'intervention, je pense que je devrais parler autour de 45 minutes, 1 heure, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Qu'est-ce qu'on va aborder? D'abord, je vais vous parler un peu de physiopathologie. Alors, on va rester sur des choses très simples. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de vous communiquer quelles sont les atteintes, les déficiences qui suivent cette pathologie du cancer du sein. On verra bien sûr un tout petit peu d'épidémio. Et je vais me concentrer vraiment sur 2 choses. Déjà, en pratique clinique, dans l'examen clinique, quels sont les éléments évalués de façon un petit peu plus focus dans l'épaule. On va parler spécifiquement de l'épaule douloureuse du cancer du sein. Et puis les stratégies de traitement qu'on peut mettre en place, on verra ce qu'on peut organiser autour de ça, si ça vous va. Et bien sûr, si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter. Alors, je vais démarrer par des chiffres, quelques chiffres. Ça, c'est les chiffres les plus récents que j'ai trouvés sur l'incidence du cancer du sein qui est en augmentation au fur et à mesure des années. En 2018, on était vers 56 000 ou 57 000 cas. On est à 61 214 nouveaux cas en France. Cette augmentation, elle est probablement due au fait qu'on dépiste de plus en plus. Et également, on pense qu'il y a des éléments de pollution qui font que les femmes sont de plus en plus atteintes. L'augmentation se fait notamment vers plus les jeunes, de plus en plus jeunes. On est touché. Et donc, on est sur des taux de survie qui sont relativement hauts. Alors, les taux actuels sont même plus hauts que ça. À 5 ans, les cancers diagnostiqués, on est sur un taux de survie de 80% à 84%. Et à 10 ans, en Europe, on est à 76%.
Si on va sur dataamélie.fr, je ne sais pas si vous connaissez cet excellent site, on peut voir plein de pathologies avec plein de données. Donc ça, c'est les chiffres les plus récents que j'ai. On a les chiffres exacts du nombre d'hommes et de femmes, enfin de femmes et d'hommes, devrais-je dire, parce qu'il y a aussi des cancers du sein chez l'homme. Il y a très très peu, mais il y en a. Et donc ici, on a des chiffres en constante augmentation, évidemment, avec les différentes dépenses. Et puis, j'ai trouvé ça intéressant de vous mettre les comorbidités associées aussi. C'est encore issu du même site, avec les différents produits. Donc, on voit que nos traitements antihypertenseurs, on est sur 27%. Et l'arbre un petit peu de répartition par âge, on se rend compte effectivement que c'est une pathologie quand même qui va vraiment démarrer vraiment entre 45 et 50 ans. C'est l'ensemble de la population des personnes atteintes par le cancer du sein. Donc, beaucoup de monde. Du coup, beaucoup de travail aussi pour les kinés qui vont devoir traiter ça. Il y a une particularité sur le cancer du sein dans la prise en charge, c'est qu'il est quand même vraiment recommandé de faire une formation spécifique pour traiter ces patientes-là. Parce qu'on a des problématiques qui sont relativement uniques. On va voir que ce sont des patientes qui vont avoir différentes atteintes avec des conséquences qui seront larges. On parle, Jocelyne Roland avec qui je travaille, petit aparté, il y a un énorme lien d'intérêt que j'ai oublié de dire. Je donne des cours à l'IPPP, donc l'Institut de Périologie de Paris, dans le cancer du sein. Donc ça, c'est un gros lien d'intérêt. Comment j'ai pu oublier celui-là. Voilà. Et donc, je travaille avec Jocelyne Roland, notamment, qui m'a fait venir pour parler de l'épaule. Et elle a souvent cette phrase qui dit « ce sont des patientes qui sont déconstruites de façon très large ». Dans le cancer du sein, on a vraiment cette composante du biomédical avec différents éléments anatomiques, mais psychosociales très fortes aussi. Et on est sur une déconstruction complète de ces femmes qui vont évidemment subir des éléments biomécaniques, physiques, mais également un changement au niveau social, au niveau de la représentation qu'elles ont d'elles-mêmes, avec cette annonce terrible qui est le cancer. Alors, on va voir les différents éléments qui vont être consécutifs à cette pathologie. Donc, je voulais commencer par vous parler du lymphœdème, aussi pour faire une petite mise à jour de deux concepts très importants. On sépare lymphostase de lymphodème. La lymphostase, c'est ce qui va survenir juste après les opérations, les curages, etc., lorsque vous allez avoir un changement de volume dans le bras, qu'il ne faut pas confondre avec le lymphœdème, qui là est un remaniement plus prononcé, avec des changements qui vont être effectifs. La lymphostase régresse, le lymphœdème, le problème c'est qu'il peut rester. Maintenant, il y a beaucoup moins de lymphodème qu'avant, parce que les opérations vont beaucoup moins aller chercher les ganglions. On essaie justement de les épargner avec ce fameux ganglion sentinelle qu'on appelle, et donc il y a une espèce de sauvegarde qui va être réalisée au cours des opérations. Deuxième élément important, et ça c'est important de le noter notamment pour les patientes. Alors j'ai moi-même été étonné d'apprendre ça parce que moi je me suis vraiment réintéressé au cancer du sein il y a 3-4 ans, qu'en fait la meilleure façon de limiter le lymphœdème c'est surtout de continuer de bouger, de continuer de faire des mouvements et de dire à ces femmes qu'il n'y a rien qui leur est interdit. Il y a encore plein de femmes qui pensent qu'elles ne peuvent pas soulever 5 kilos. Pourquoi 5 kilos? C'est le chiffre. Il ne faut pas qu'elles se fassent vacciner de ce côté-là, qu'il ne faut pas qu'elles subissent, qu'il faut quand elles prennent une poêle, il faut qu'elles mettent des maniques parce que si elles se brûlent la main, elles vont avoir un risque d'œdème. Tout ça, c'est des croyances qui sont aussi véhiculées par les professionnels de santé. Et donc, il n'y a pas plus de risque d'avoir un lymphœdème. Par contre, ce qui est une certitude, c'est que le fait d'être inactif, sédentaire, ça augmente grandement les risques. Donc, qu'est-ce qui va faire que vous allez avoir un œdème qui va s'installer? Le nombre d'ablations ganglionnaires, le fait d'avoir subi une mastectomie, et la radiothérapie. Ça, c'est les facteurs de risque pour avoir. Et on estime qu'à 2,5 mois, 10% de lymphœdème. Dans d'autres études, on est un peu plus haut. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fameux gros bras, comme c'est présenté par ces femmes, c'est quand même de moins en moins, notamment parce qu'on a cette logique de mouvement qui se met beaucoup plus en place. Bien sûr, vous allez avoir des troubles d'amplitude après cancer du sein et après ces opérations et ces traitements. Ces amplitudes vont être touchées préférentiellement pour l'abduction, la flexion et la rotation externe. C'est vraiment les amplitudes qui sont les plus touchées. Je vous ai mis une mention spéciale pour le petit pectoral, on y reviendra. Ce muscle-là est à plein de titres responsable de pas mal de choses. De perte d'amplitude, certes, puisque vous savez que quand on va lever le bras, pour passer à un certain cadre, il faut que notre scapula puisse faire une bascule poste. Et un petit pec qui serait tendu, voire remanié, fibrosé, ou en tout cas touché par la radiothérapie notamment, va pas se laisser déprimer et donc va générer une limite dans les derniers degrés. En gros, plus la mastectomie est importante, plus vous avez des pertes d'amplitude prononcées. Et ça pose un réel problème parce que ces femmes vont avoir
quasiment toutes vont devoir subir de la radiothérapie. Et pour avoir la radiothérapie, il faut avoir l'amplitude. Et donc, on sait que s'il y a une perte d'amplitude, c'est une perte de chance dans les traitements. Parce que tant qu'on n'a pas l'amplitude, on ne peut pas se faire traiter. Donc, cette amplitude, elle est extrêmement recherchée pour la maintenir. Et donc, on peut avoir des épaules qui deviennent raides et qui sont, du coup, une perte de chance pour ces femmes. Bien sûr, avec tout ça, on a une perte de fonction. Il y a des études qui ont été faites et il y a une grande partie des femmes qui vont perdre en fonction. Moins connu, on a des perturbations motrices, notamment de contrôle moteur. Alors, il y a quelques études assez récentes qui ont été faites chez la femme enceinte. Alors, étonnamment, il n'y en a pas beaucoup. Quand j'ai fait une revue de littérature il y a quelques années, on m'avait demandé d'intervenir à un congrès là-dessus. J'ai été très étonné de voir que dans le champ de la scénologie, il y avait une grande oubliée, c'était la coiffe des rotateurs. Et au-delà de ça, il y avait aussi un oubli sur les qualités contractiles, les vitesses de contraction. On se concentrait beaucoup sur différents éléments, mais pas là-dessus. Donc, il y a une étude très récente qui est parue, il n'y a pas la rêve d'ailleurs, qui montre que ces femmes vont avoir une réorganisation motrice qui va se faire. On va avoir des diminutions d'activité du dentelé et du trapèze. On va voir après que c'est très important. Ces deux muscles vont assurer une bonne stabilité, une bonne dynamique scapulaire. Donc ces muscles-là sont très importants. On a des retards de contraction du deltoïde et du supraépineux. Ces retards de contraction, du coup, peuvent générer des mouvements qui sont non physiologiques, donc douloureux. Et on a la fameuse suractivation du trapèze sup, qui est un espèce de grand classique, évidemment, avec ces douleurs qui vont apparaître. On peut aussi avoir des études qui vont montrer une perte de force. Cette perte de force est notamment due au traitement chimio, qui va entraîner une amyotrophie, et donc qui va générer, de fait, une perte de force. Évidemment, je l'ai dit, ce sont des femmes déconstruites. Nous avons des modifications qui vont s'effectuer au niveau psychologique et social, avec des changements, notamment dans la représentation qu'on peut se faire de la féminité, évidemment, avec parfois ces femmes qui ne peuvent même plus se regarder lorsqu'elles ont subi des chirurgies. Et donc, ça a des impacts, effectivement, sociaux, psychologiques, avec des pertes d'estime de soi, vous vous en doutez bien. Et cette valeur, la diminution d'arrêt de l'activité sportive à 5 ans, 53% des patientes. Il y a beaucoup qui arrêtent leur activité qu'elles pratiquaient auparavant, ce qui est à l'opposé des recommandations. C'est-à-dire que dans ces pathologies-là, c'est encore plus recommandé de maintenir des activités physiques ou des activités sportives, puisque ça permet d'améliorer tout, notamment la fatigue. Souvent, il y a un vrai problème de fatigue avec ces traitements, et ces femmes, elles ont beaucoup de mal à accepter l'idée que se remettre au sport, ça sera bon pour elles. Et en fait, c'est vrai que l'activité, sans parler de sport d'ailleurs, l'activité physique, il faut plutôt utiliser ce terme-là, eh bien, on sait que ça diminue la fatigue parce qu'il y a des myokines qui sont sécrétées et ça permet justement d'améliorer les situations. Enfin, j'en arrive à la douleur. Et la douleur, c'était un petit peu le thème de la conférence ce soir, c'est vraiment quelque chose qui est central dans cette pathologie, qui va finalement être en lien un peu avec tous les autres, puisque cette douleur peut vous limiter les mouvements, peut faire en sorte que vous allez changer vos pratiques. Alors, je voulais juste revenir quand même sur une définition de la douleur. On nous serine avec cette définition, mais je crois qu'elle est importante, il faut la répéter. En 2020, l'Association internationale d'études de la douleur, elle a émis une nouvelle définition de la douleur qui est intéressante. Il faut se rappeler que la douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle. Donc, par sensorielle, on entend tout ce qui va être récepteur, mécanocepteur, etc. Et émotionnel, derrière ça, il y a l'idée que pour créer une douleur, en fait, les ingrédients, c'est pas que de la nociception, c'est également d'autres zones cérébrales qui vont être impliquées. Désagréable associé, ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Alors pourquoi je vous reparle de ça? Parce que je voulais juste prendre un petit temps. Je ne doute pas que vous êtes toutes et tous à jour des neurosciences de la douleur, mais ça ne mange pas de pain de répéter deux, trois petites choses importantes. Qu'en fait, pour avoir l'impression de douleur, on a plusieurs modes de production. Ça, c'est un schéma qui est de Louise Gifford, le regretté Louise Gifford, qui explique un peu comment se construit la douleur au niveau du système nerveux. Alors, vous pouvez avoir une atteinte tissulaire, une lésion tissulaire, ou à l'environnement tissulaire qui va rentrer dans le système, donc ça s'appelle un input, une entrée. Ça arrive dans le système nerveux central, qui va réaliser ce qu'on appelle le processing, qui va mouliner. Et ce système nerveux central, il va venir choper des infos également, des aires cognitives, des croyances, des aires émotionnelles, et il va faire sortir plusieurs choses. Déjà, il va vous dire, ça fait mal à 4 sur 10, 5 sur 10. Donc il y a une espèce de, comment dirais-je, il amène une sensation de douleur. Il va faire sortir des changements au niveau moteur, au niveau endocrinien et autonome, et il va réaliser des programmes d'action.
Typiquement, les programmes d'action, le grand classique qu'on voit, c'est cette fameuse contracture du trapèze sup. Donc, vous avez des choses qui rentrent, des choses qui sont traitées, des choses qui ressortent, et les choses qui ressortent peuvent à nouveau rentrer. Donc, c'est des espèces de boucles comme ça. Là-dessus, il faut différencier, on va dire, deux grandes catégories de modes de production de douleur. Dans un premier temps, vous avez ce qu'on appelle la nociception. C'est ce qu'il y a de plus classique. Vous allez avoir une blessure, une cicatrice, un port A4 ici qui va vous déclencher des influx nociceptifs. Il rentre dans le système nerveux. Le système nerveux considère que c'est suffisamment, comment dirais-je, marqué pour déclencher un symptôme douloureux. Et pourquoi pas vous déclencher une contracture. Lorsque ça va toucher un nerf, lorsque ça va toucher un nerf, ça s'appelle une douleur neurogène. Lorsque ça touche autre chose qu'un nerf, ça s'appelle une douleur nociceptive. Il y a un deuxième problème qui peut survenir, et c'est un petit peu la mise à jour qui avait été faite par l'IASP, c'est ce qu'on va appeler les douleurs nociplastiques. Une douleur nociplastique, c'est quoi? C'est une douleur qui est due à une désadaptation du système nerveux, ou alors une réaction du système nerveux sans qu'il y ait d'entrée sensorielle nociceptive. Donc en somme, c'est une personne qui va expérimenter de la douleur sans forcément qu'il y ait de blessure. Et alors, je vous en parle parce que cette nociplastie, n'est-ce pas, elle a tendance à s'installer avec deux procédures, notamment sur de la douleur qui dure dans le temps. Si vous avez une nociception qui dure dans le temps, votre système nerveux, de façon très simple, va apprendre l'information et va être capable de créer de la douleur plus facilement. Il va développer cette compétence et y parvenir plus simplement. Donc, à partir de 3-4 mois, on peut avoir des adaptations qui se produisent dans le système nerveux qui fait que ces patientes vont avoir beaucoup plus de facilité à avoir des douleurs, à les expérimenter. Et donc, pour nous, dans les traitements, ça modifie aussi des choses. Parce que lorsque vous n'avez qu'un problème régional, tout ce qui va être des stratégies de massage, de mobilisation de cicatrices, on va voir différentes choses, vont être pertinentes, mais il ne faudra pas mettre de côté la nociplastie, qui, elle, va nécessiter forcément d'autres choses, de l'éducation, de la réassurance et également de l'activité physique. Alors maintenant que j'ai expliqué tout ça, quelles sont les douleurs dans le cancer du sein? Eh bien, il y a des études qui ont montré qu'effectivement, toutes les femmes vont expérimenter des douleurs. Et on va avoir, en plus de ça, dans différentes études, des prévalences très importantes. Suivi sur 10 ans dans cette étude, on a des prévalences de 30% de douleurs d'épaule et 53% de douleurs du sein. Ce qui est majeur, hein, sur 10 ans, c'est énorme. Vous avez d'autres études ici qui montrent que la douleur a empêché les femmes de retourner au travail et que 90% de celles-ci, celles qui n'ont pas repris, présentaient des douleurs. Donc, c'est un phénomène majeur. Et dans les types de douleurs, vous allez avoir vraiment les trois choses dont je vous ai parlé. La nociception, avec des éléments locaux qui s'allument. Le neurogène, avec des douleurs de type électrique, des douleurs de type paresthésique, etc. Et nociplastique, ces fameuses douleurs qui naissent directement dans le système nerveux central. Pourquoi ces femmes ont des douleurs? Alors, il y a 4 grandes causes principales. La première, c'est tout ce qui est chirurgical et conséquences de ça. Donc ça va être les cicatrices, ça va être les gestes qui ont été faits, les curages, tout ce qui est ganglionnaire, tout ça, ça va forcément générer des inflammations. Vous allez avoir des contractures et troubles musculaires associés. Je vous renvoie à ce que j'ai dit juste ici, c'est les sorties, les programmes d'action. Tout ça, ça va générer des symptômes douloureux. La radiothérapie qui va remanier les tissus, qui va entraîner des fibroses, parfois on va voir des brides. Et enfin, les chimiothérapies qui peuvent déclencher des douleurs neurogènes. Donc, ça fait tout un tas de raisons d'avoir ces douleurs qui vont gêner ces femmes pour se remettre en action. Pour reparler des douleurs persistantes, ces fameuses douleurs nociplastiques, on a dit qu'elles duraient plus de 3 mois. Il y a des études qui ont été faites dans le cadre du cancer du sein et il y a des prévalences estimées de 25 à 60%. Donc de sensibilisation centrale et d'adaptation, c'est assez marqué. Et dans une autre étude que je vous ai retrouvée là, vous avez des douleurs chez 10% des patientes qui étaient réputées dites intenses, donc sur des mesures qui sont au-dessus de 6 sur 10. Donc ça peut être extrêmement handicapant. Voilà pour un petit rappel physiopathologique des déficiences qu'on va retrouver dans le cancer du sein. Dans le cadre de la formation que j'anime à l'IPPP, on s'est posé la question avec Jocelyne Roland, comment on pouvait implémenter des éléments musculo-squelettiques dans le monde, le paradigme du cancer du sein, parce que je ne sais pas si vous en avez conscience, mais c'est vrai que souvent par spécialité, on est relativement cloisonné. C'est-à-dire qu'on a du mal à communiquer les uns avec les autres. Moi, je suis spécialisé en musculo-squelettique, je ne sais pas du tout ce qui se passe en pneumo, ni en neuro. Et inversement, on a du mal à échanger des choses. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à une façon de croiser les infos? Et on a décidé ensemble de créer une sorte de classification de l'épaule dans le cancer du sein, en différenciant 4 types de problématiques d'épaule, lorsqu'il y a une douleur qui se trouve à l'épaule.
Déjà, vous avez une première partie qu'on va appeler, c'est pas une épaule, c'est-à-dire que parfois vos patientes ont des douleurs et ça vient d'autre chose. Les cervicales et les thoraciques sont grandes pourvoyeuses de douleurs d'épaule dans le cadre du cancer du sein. Ensuite, on va identifier ce qu'on appelle des épaules raides, c'est-à-dire des épaules qui vont être limitées en amplitude, qui, je le rappelle, sont vraiment très pénibles et font perdre des chances aux patientes. Les fameuses épaules douloureuses dont je vais vous parler, et on a également des épaules dites déficitaires. Et l'idée, quand on voit ces femmes, c'est d'essayer de considérer dans quelle catégorie je peux la placer. Donc le thème du jour, c'est l'épaule douloureuse, et je vais surtout me concentrer sur cette catégorie-là. Mais sachez que ce n'est pas la seule épaule qui existe dans le cadre du cancer du sein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme examen clinique pour évaluer cette épaule, ou plutôt, dit autrement, quels sont les points clés des différentes étapes de l'examen qui vont nous intéresser? J'ai pris un examen, somme toute, absolument classique, interrogatoire, observation, mouvement, et j'ai voulu, sur chacun des éléments, vous donner quelques points clés sur lesquels vous devriez vous concentrer. Au niveau de l'interrogatoire, c'est important bien sûr d'interroger ces patientes surtout. J'ai mis un schéma sur les facteurs de risque psychosociaux. Je pense qu'il ne faut pas oublier d'aller explorer tout ce qui va constituer ces facteurs de risque psychosociaux. Moi, j'aime beaucoup parler des attentes et des objectifs, en précisant que pour moi, ça n'est pas la même chose. Les attentes, c'est ce que je pense qui va arriver, et les objectifs, c'est ce que j'aimerais qu'il arrive. Parfois, ça colle, mais parfois, ça colle pas. Je vous donne un exemple. J'ai pour attente de pouvoir recourir 20 km après mon cancer. Pour objectif, excusez-moi, j'ai pour objectif de vouloir recourir. Par contre, dans mes attentes, je me dis que je pourrais jamais, parce que j'ai une pathologie qui a été trop grave et je ne pourrais pas le faire. C'est intéressant d'aller explorer ça, parce que ça va conditionner ce qu'on va appeler l'auto-efficacité, la capacité à s'investir dans les exercices, à s'investir dans la rééducation. Il faut explorer grandement les hobbies, les modes de vie, parce que ça peut être des ressources pour ces patientes. Une patiente qui a l'habitude de pratiquer une activité physique, ça peut être intéressant d'aller chercher cette activité-là pour que ça ait du sens pour elle. Au niveau de la douleur, ce qui peut être intéressant, c'est de questionner les douleurs neurogènes. Donc pour ça, vous avez des outils qui existent. Peut-être que vous les utilisez, le DN4, le Pain Detect, qui sont des outils spécifiques pour identifier ces douleurs neurogènes. Et pour les douleurs persistantes, il existe également des mesures. Pour rappeler ce que c'est que la douleur persistante que j'ai définie tout à l'heure, la douleur nociplastique, c'est une douleur qui va être diffuse, disproportionnée. Donc on a vraiment ces deux composantes et qui n'est pas neurogène. Donc avant de pouvoir dire qu'une douleur est persistante, il faut éliminer la douleur neurogène par un DN4 ou un Pain Detect, et ensuite se poser la question, est-ce qu'elle est disproportionnée, sous-entendu très intense pour une petite stimulation, et est-ce qu'elle est diffuse, c'est-à-dire géographiquement étendue. Une douleur diffuse, c'est une douleur qui est plutôt sur une zone large. Donc à mon avis, dans l'interrogatoire, ce qu'il ne faut pas oublier par rapport au reste, c'est tout ce qui va concerner ces facteurs de risque, et bien identifier dans l'interrogatoire ces deux types de douleurs. Je vous ai mis une petite diapo ici sur différents questionnaires qui sont validés dans le domaine. J'aime bien parler souvent, moi, du PSFS, qui commence à être connu, mais pas suffisamment, je pense. C'est une façon d'évaluer très simplement la fonction des patientes. Vous allez demander à ces patientes, ok, citez-moi 3 à 5 choses que vous faites tous les jours, de façon régulière. Et puis, une fois que vous les avez identifiées, moi j'en sais rien, descendre des escaliers, promener le chien, et ben vous allez demander à la patiente, ok, tiens, ben, pour descendre les escaliers, de 0 à 10, comment vous vous trouvez les dernières 48 heures? 10, c'est impossible, 0, aucun problème. Elle va se mettre des notes, et à partir du moment où vous avez trois actions comme ça, vous faites la moyenne des 3, et ce chiffre-là va vous donner à l'instant T un score fonctionnel spécifique à elle. Le gros avantage, alors je sais que je suis dans un centre de rééducation, donc ça ne vous pose pas de problème de faire passer des questionnaires aux patients. Mais moi, je n'ai pas tellement le temps en libéral et je me sers beaucoup de ça parce que ça va beaucoup plus vite. Et on sait aussi que c'est scientifiquement reproductible à partir de 3 activités. Alors idéalement 5. Et surtout, on a un cut-off, c'est-à-dire qu'on sait que si le patient se déplace de 2 points sur 10, c'est cliniquement significatif, sa progression, en mieux ou en pire. Donc c'est très simple à utiliser. Après, il y a des questionnaires spécifiques à la fatigue et quelques questionnaires qui sont intéressants au niveau du psychosocial. Donc, peur évitement, dépression, anxiété et l'inventaire de dépression. Voilà quelques idées de score. Je continue. Dans l'observation, il y a un truc primordial dans le cancer du sein, c'est ce qu'on appelle l'attitude de protection du sein. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Juste un sondage. Qui n'a jamais entendu parler de l'APS ? Ah, quelques personnes. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc qui a été décrit par quelques personnes. Alors, je vous décris ça, je vous donne mon point de vue après. Parce que là, c'est intéressant. L'attitude de protection du sein, c'est cette attitude que vont avoir les femmes, qui va être une attitude d'antépulsion, de fermeture
et d'abduction du moignon d'épaule, du côté évidemment où le sein a été touché. Et donc là-dessus, il y a deux explications qui sont concurrentes. Il y a la première qui est de dire c'est une protection d'ordre inconsciente avec cette femme qui a cette pathologie qui va avoir tendance à se fermer dessus. Et il y a également des raisons mécaniques à ça. Quand vous avez une cicatrice, quand vous avez une douleur, quand vous avez un port à 4, le fait de se mettre comme ça tire dessus. Donc on a tendance à venir se fermer. Et évidemment, si je reste comme ça pendant 2 mois, qu'est-ce qui se passe? J'ai des changements qui vont s'effectuer. Devant, c'est trop court, ça fibrose. Derrière, c'est trop long, c'est pas efficace. Un muscle, quand vous le mettez en course externe, il devient faible. Donc l'idée, c'est de se dire que cette attitude qui semble présente. Alors je dis qui semble, parce que moi du coup, de mon petit regard autre, j'ai cherché des infos dessus. Dans la littérature, c'est pas facile à trouver. C'est pas facile à trouver, et au-delà de ça, les explications qui sont proposées, qui sont entendables, et du coup, c'est difficile de les évaluer. Au-delà de cette attitude en protection qui est avérée, on va voir, il y a des dyskinésies. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les capacités de réduction. J'aime bien préciser ça. À la limite, que le patient se tienne dans une position, en soi, c'est pas tant problématique, parce qu'on sait maintenant qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise posture. On dirait même plus que la bonne posture, c'est la suivante, puisqu'on nous dit qu'il faut en sortir. Mais est-ce que la personne est capable d'en sortir? Est-ce qu'on peut sortir de la posture? C'est ce que je vois beaucoup dans les épaules. Si vous voulez lever le bras, qu'il y a une syphose raide, vous allez forcer, vous fatiguer. Donc moi, ce qui m'intéresse quand je vois des attitudes comme ça, où je vois des syphoses marquées, c'est demander à la personne, est-ce que vous êtes capable de sortir de cette amplitude? Des fois, ils ne peuvent pas sortir parce qu'ils sont raides. Dans ce cas-là, plutôt en passif pour essayer de gagner. Et des fois, ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas le contrôle moteur pour le faire. C'est-à-dire qu'ils ont beau essayer, je donnais le cours cet après-midi sur l'épaule, et on avait un sujet qui était légèrement en syphose, et je lui dis, est-ce que tu arriverais à faire une extension thoracique? Et il faisait ça. Il faisait une abduction des omoplates, il n'arrivait pas à bouger en extension thoracique. Donc, ce n'était pas un problème de raideur chez lui, c'était un problème de contrôle moteur. Donc, c'est intéressant de savoir, au-delà de la posture, est-ce que vous êtes capable d'en sortir? Si vous êtes capable d'en sortir, on a des chiffres, vous savez peut-être pour vous, même qui êtes là sur vos chaises depuis maintenant plus de 20 minutes, normalement, on devrait changer de position toutes les 20 minutes. Normalement. Pour éviter le fluage des tissus, etc. Donc, l'attitude de protection du sein, il faut la chercher. Et surtout, est-ce que je suis capable de sortir de ça? Un petit rappel juste aussi au niveau des dyskinésies. Les dyskinésies, c'est une anomalie de position et de mouvement de la scapula. Vous allez avoir différentes choses qui sont caractéristiques, qu'il faut regarder. Il faut toujours regarder la pointe de la scapula. Parce que quand on a une pointe qui décolle, ça doit direct nous faire penser au petit pec. Il faut aller voir le petit pec derrière. Un deuxième truc, lorsque le bord médial décolle, il faut aller penser au dentelé et au trapèze inf. Parce que ces deux muscles-là sont nécessaires pour recevoir une bonne assise de la scapula, notamment dans la dynamique. Et enfin, on va avoir un bord supérieur qui va être en général un peu plus haut, du fait de la sonnette interne. Et là, très souvent, vous aurez un trapèze supérieur qui est un petit peu plus douloureux et bétonné, que vous allez retrouver. Donc, c'est les 3 points qu'il faut regarder. Concernant les mouvements actifs, je vous ai dit que les pertes d'amplitude, elles se concentraient surtout sur la flexion, l'abduction et la rotation externe. Donc, forcément, il faut aller chercher ça, mais pas que. Je reparle du rachis cervical et thoracique. Du fait de cette attitude, on a peut-être des tendances à la raideur thoracique. On verra dans ce que je vais vous proposer en rééducation. On peut donner des choses justement pour travailler cette extension thoracique. Donc n'oubliez pas flexion, extension, abduction et les rotations. Pour ce qui est de l'articulaire, le seul truc un petit peu qui est oublié, que moi j'ai remarqué qui était oublié, c'est de regarder l'acromioclaviculaire. On ne va pas forcément penser à la regarder puis à la mobiliser. Une acromioclaviculaire, si vous la bloquez, donc si vous la vissez, vous perdez 30% d'amplitude. 30% sur 180 degrés, ça commence à faire en amplitude. Donc, moi, c'est presque de façon routinière dans ma pratique. C'est un petit peu la technique que je fais quand je commence à discuter avec les gens. Vous savez, on a des espèces de routines, des bonjours, comment ça va, etc. Moi, il s'assoit et je mobilise les acromios. Je me régale de mobiliser les acromios. Et je trouve que c'est bien. Comme ça, moi, je n'oublie pas. Donc, on peut faire des glissements antéropostes ou postéro-rentes. Enfin, en palpation, pour le coup... Alors, vous savez que, je sais pas, j'ai cru comprendre qu'il y avait des étudiants dans la salle. Ça dépend un peu des IFMK et de quel est le discours, mais il y a un espèce de désamour. Alors moi, je parle pour des IFMK que je connais. Un désamour, ou comment je pourrais dire, un changement de paradigme qui fait qu'on a tendance à de moins en moins toucher ces patients. Parce qu'on sait que le hands-off, ça présente des grandes preuves et que le hands-on, c'est moyen, tout ça. Mais en fait, là, pour le coup, on est vraiment dans un cas de figure où vous pouvez pas ne pas toucher. C'est pas possible. Parce qu'il va y avoir des techniques à faire au niveau manuel. Et puis, il va falloir créer un contact manuel avec les gens. Et là, il faut aller me chercher vraiment tous les muscles. Parce que vous pouvez avoir des douleurs musculaires et des trigger points, des points qui projettent. Et ça, pour les trouver, on n'a pas de choix, il faut les chercher. Donc, vous êtes obligé de toucher vos patients.
Voilà, je suis désolé, des fois c'est un peu dur, mais on est des fois obligé de toucher nos patients, de faire des palpations, etc. Non, je charrie gentiment, c'est vrai que parfois certains collègues ou confrères, consoeurs ont des discours un petit peu engagés, peut-être un petit peu trop généreux sur le fait de dire que le passif est inutile, et moi je suis absolument pas d'accord avec ça parce qu'il y a plein d'intérêts. Enfin, pour finir, dernière chose que je dirais qui est très importante, n'oublions pas la coiffe des rotateurs chez ces femmes qui ont des cancers du sein. Je sais, pour avoir fait des sondages pour les quelques centaines de collègues kinés que j'ai formés là-dessus, quasiment aucune n'évaluait, ne testait la coiffe des rotateurs avant qu'on en discute. Parce qu'on n'y pensait pas. Parce qu'on est focalisé sur ce qui se passe en termes de position, on est focalisé sur d'autres problèmes comme l'œdème, etc. Il y a un petit cluster tout simple qui permet d'évaluer la coiffe des rotateurs. C'est le cluster de Laurie Michner. Alors celui-là, il est intéressant parce qu'en fait, c'est que des tests qui sont connus par tous les kinés. Je vous rappelle, juste pour information, que utiliser les tests tendineux de manière isolée, c'est pas pertinent parce que ça permet pas on peut pas dire qu'un tendon est touché. Par contre, faire un groupe de tests pour valider l'idée que la coiffe présente un problème, c'est intéressant. Donc vous avez 5 tests tout bêtes. On peut faire la recherche d'un arc douloureux. Ce que vous voyez en rouge là, c'est l'arc douloureux de coiffe. C'est-à-dire que quand la patiente elle lève, elle a mal plutôt en milieu d'amplitude et qu'à la fin c'est mieux, on considère que c'est positif. On peut faire le fameux test de Job là, un petit can, que normalement on a tous déjà vu. On teste la force en rotation externe sur le côté, avec l'avantage c'est que ça permet en plus de nous donner une idée de la force des patients. Et puis 2 tests passifs où on va essayer d'écraser la coiffe pour reproduire des symptômes. L'avantage c'est qu'il y a un cut-off sur ce cluster. Sur 5 tests, si vous avez 4 ou 5 tests positifs, ça vous donne quand même de bonnes idées que la coiffe est impliquée dans les symptômes. Et si elle est impliquée, on va pouvoir se concentrer sur elle, je vais vous montrer après. En dessous de 3 tests positifs, à 1 ou 2, on considère qu'il n'y a probablement pas de coiffe. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Donc je reviens sur mon épaule dans le cancer du sein, et on parle de l'épaule douloureuse spécifiquement, maintenant qu'on a parlé de l'examen clinique, des points. Quels sont les éléments clés ce dont je voulais vous parler ce soir? Dans l'épaule douloureuse, qu'est-ce qui peut faire que l'épaule est douloureuse? Et donc là, c'est un peu une synthèse de toutes les causes. En dessous, là, je vous ai mis des causes qui sont vraiment plus spécifiques à la scénologie, dans laquelle je pourrais vous en parler un petit peu, mais moi je ne suis pas scénologue, donc j'ai très peu de compétences là-dedans. Par contre, tout ça, je suis capable de vous en parler en détail. Premier truc, tendinopathie de la coiffe. Je l'ai mis en premier. Sur une population de 100 personnes qui ont mal à l'épaule, la coiffe, ça représente 75 à 80 personnes. C'est énorme. Et donc, dans la population de cancer du sein, les quelques études qui y sont intéressées montrent qu'il y a une grosse prévalence de problèmes de coiffe. Relativement oublié. L'attitude en protection du sein, c'est un truc qu'il faut aller chercher. Pour l'évaluer, on regarde les dyskinésies, et c'est un truc qu'il faut travailler et traiter. Les douleurs acromoclaviculaires, pareil, grand oublié, mais très simple à traiter. Et enfin, vous allez avoir tout ce qui est syndrome douloureux post-mastectomie. Donc là, il y a plein de choses à regarder. Les points triggers, je vais vous en reparler. Les douleurs de type neuropathie, paresthésie et cicatrices. Après, tout le reste qui peut déclencher des douleurs, on a le port à cathéter, évidemment. Ça, il n'y a pas tellement de choix. Tant que ce n'est pas déposé, il y a des chances que ça fasse mal. Donc on peut mobiliser, etc. Mais parfois, ça reste douloureux. Donc souvent, on dit on gère en attendant la dépose. L'hormonothérapie, ça peut être effectivement aussi compliqué de gérer les symptômes douloureux qui vont avec. Alors, il y a des choses que vous pouvez donner, il y a des histoires de vitamines. Au niveau nutrition, on peut faire des choses aussi. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les cordes lymphatiques, aussi appelées thromboses lymphatiques superficielles. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est en fait, suite à l'opération, vous allez avoir des changements dans les réseaux lymphatiques superficiels qui vont faire que quand les femmes vont lever le bras, on va avoir vraiment des cordes qui vont apparaître et qui vont être douloureuses. Ça se traite en faisant des mobilisations douces. On peut aussi poser du taping. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est les casser. À un moment donné, on les cassait. Et on sait que ce n'était pas du tout un bon plan. Enfin, il y a tout ce qui est érythème cutané, radiothérapie. On est sur quelque chose de cutané qui va faire que la peau va être douloureuse. Donc tous ces trucs-là, je ne vais pas vous en parler. Par contre, je vais me concentrer là-dessus. Et on va essayer de voir ce qu'on peut faire sur les différentes choses. Donc qu'est-ce qu'on fait sur cette douleur? Le premier truc à faire sur la douleur, c'est parler de l'exercice, encore plus dans le cancer du sein. Pourquoi? Parce que l'exercice, c'est un des meilleurs antalgiques qui existent. Donc il y a plusieurs modalités qui peuvent faire que c'est antalgique. Bien sûr, une certaine motivation est nécessaire pour que ça fonctionne, mais on est là pour ça. Alors voyons voir ce qu'on peut dire dans le cancer du sein. Votre patiente a des douleurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il y a 2 méthodes que je vais vous montrer ensuite, mais l'un des éléments les primordiaux pour traiter la douleur, c'est l'exercice aérobie.
Et ça tombe bien parce que dans le cancer du sein, c'est plutôt maintenant populaire. Vous avez l'ergomètre, vous avez le pilate qui peut être utilisé. Je cherche le mot. Alors, Yaros Pilate et... Ça va me revenir. Bref, ça ne me revient pas. Non, ça ne me revient pas. Donc, tout ce qui va être travail aérobie, vous allez pouvoir réaliser une antalgie intéressante. Donc, il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. Pour ce qui est des douleurs persistantes, maintenant, on a avancé là-dessus, dans le champ musculo-squelettique, mais y compris dans le champ du cancer du sein. Et en fait, à partir de 2020, il commence à y avoir des études sur la réalité virtuelle et la thérapie miroir qui sortent. C'est assez récent parce que voilà, j'ai essayé d'en chercher, j'en ai pas vu avant. Mais c'est pareil en musculo-squelettique, ça se développe beaucoup, tout ça. Alors, comment ça fonctionne? Pourquoi ça marche sur la douleur persistante? Ça, en fait, vous allez jouer avec le système nerveux central. Et donc, vous allez changer les expériences et un petit peu leurrer ce cerveau. Moi, ce que j'explique à mes patients quand je leur explique la thérapie miroir, ils me disent, mais je me regarde dans le miroir et lever mon bras. Je dis, bah oui, mais c'est pour faire du hacking de cerveau. On va hacker votre cerveau, donc on va changer la fonction qu'il y a. Mais évidemment, il faut d'abord expliquer que votre cerveau, si vous voulez, la douleur, elle n'est pas forcément constituée que de problèmes mécaniques. Il y a aussi d'autres zones dans le cerveau qui vont participer. Enfin, bien sûr, il y a les TCC qui vont jouer un petit peu, qui sont aussi très à la mode pour ce type de... Je suis obligé de vous parler de cette étude Prosper, une étude au Royaume-Uni. Alors, vous savez que les Anglais, ils aiment bien faire des études pour voir s'ils vont économiser des sous et comment faire pour que ça coûte moins cher les gens. Ils ont fait ça sur la capsulite rétractile, par exemple. Ils ont essayé d'étudier ce qui coûtait moins cher entre mobiliser, endormir les gens, etc. Et donc là, ils ont fait pareil, ils ont fait un programme. Alors, c'est un programme dans lequel les patients sont exposés à des exercices versus des soins habituels. Et on a montré que le groupe qui avait des exercices récupérait vraiment beaucoup mieux que les autres. C'est pas forcément un scoop, mais on a des preuves. Qu'est-ce que je peux vous proposer en pratique sur l'exercice? Je pense à deux choses en particulier. La première chose qu'on peut faire, c'est proposer une activité aérobie d'intensité modérée à forte, au moins de 10 minutes. Alors, on a des chiffres, 75% de la VO2 max, ou alors 70% de la fréquence cardiaque maximale. Alors vous allez me dire, c'est quand même assez intense, certes, mais en faisant ça, vous commencez à avoir des effets pendant 10 minutes. Alors moi, ce que j'aime bien utiliser comme quand j'explique ça à mes étudiants, je leur dis, bah, vous savez, quand vous allez courir, au début, vous n'êtes pas bien, et puis au bout d'un moment donné, on a l'impression qu'on se sent mieux, puis à la fin, on vole. On vole parce que l'endorphine nous envahit, n'est-ce pas? Et on est habité par cette sensation-là d'euphorie presque. Le nirvana du marathonien, c'est ce qu'on dit. Et en fait, ce qui va se passer effectivement chez ces patients, c'est au début, elles vont avoir du mal à faire, mais au fur et à mesure du temps, avec les différentes sécrétions hormonales, elles vont être défatiguées. Alors l'idée, ça va être d'utiliser effectivement, pour éviter la douleur d'épaule, une activité qui fait pas mal à l'épaule. Deuxième stratégie, plus rapide et peut-être plus simple. Vous allez faire ce qu'on appelle de l'isométrie antalgique. Alors, ça, vous pouvez même l'essayer sur vous-même. Si un jour vous avez mal quelque part, c'est un bon moyen de casser la douleur. Si vous avez mal à l'épaule, vous allez utiliser plutôt les membres inférieurs. L'idée, c'est de demander une contraction de 10 à 30% qu'on va maintenir longtemps. C'est des temps de maintien de 30 à 90 secondes. Donc, je vous ai mis la chaise. Ça, c'est top de chez top. Parce que, alors, il faut que la personne puisse tenir au moins 30 secondes. Et donc, en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des mécanismes d'inhibition, d'analgésie par les forces, ça s'appelle, qui vont se mettre en place. Il existe même des variantes dynamiques avec 10 répétitions de 4 exercices à 75% de la 1 RM. Donc, en dynamique, il faut que ce soit assez intense quand même. Ça, c'est un truc vraiment très utile et très intéressant parce que c'est facile à mettre en place. Comment moi je fais pour que mes patients et mes patientes le fassent? En fait, je leur fais lever le bras, je leur demande à combien ça vous fait mal. Et ensuite, je les mets contre le mur, je leur fais faire de la chaise, 4 sessions. Évidemment, je fais avec. Pour être sympa et solidaire, et aussi parce que on essaie d'organiser le temps pour aussi pouvoir profiter. Je vous rappelle que l'OMS nous dit 150 minutes d'exercice aérobie par semaine, plus 2 séances de renfort musculaire par semaine. Donc à chaque fois que je dis ça, les kinés regardent leurs pieds. Donc on a la chance de pouvoir le faire avec nos patients. Donc vous faites ça, et après, je redemande à ma patiente de lever les bras, et quasiment tout le temps, ça a moins mal ou ça peut monter plus. Et là, ils font comment c'est possible? Je dis ça alors, qu'est-ce qu'on a fait pour faire ça? La chaise, peut-être vous pourriez faire un truc chez vous pour vous aider. Oui, bien sûr, on peut faire la chaise. Après, l'idée, c'est de prendre un exercice. Voilà, ça c'est un peu chiant, certes, mais l'avantage, c'est qu'on peut s'asseoir et faire autre chose, lire, regarder la télé, etc. Bien. Par contre, là, on va avoir un problème, c'est que si elles sont vraiment très faibles et très fatiguées, il faut au moins qu'elles puissent tenir 30 secondes. Donc en fait, on va faire descendre plus ou moins haut. On peut essayer d'optimiser pour que la contraction elle soit longue. On a besoin d'une contraction longue. Donc ça, c'est pour les deux méthodes. Il existe une troisième méthode que je ne vous ai pas posée. C'est les contractions isométriques de la zone qui fait mal. C'est un peu plus technique, donc je préfère pas en parler.
Alors, ça c'était pour traiter la douleur de façon générale. Je vous ai trouvé une étude très intéressante et assez récente qui parle de la coiffe des rotateurs et des changements dans la coiffe des rotateurs dans le cadre du cancer du sein. Et c'est bien la supposition que j'avais. Effectivement, ces femmes qui ont des douleurs d'épaule dans le cancer du sein, votre coiffe, elle est remaniée, elle est amincie, elle est amyotrophiée. Donc, comment on va faire pour sortir de cette situation inextricable et terrible? Eh bien, il y a 2 étapes. D'abord, on va faire ce qu'on appelle de l'activation de coiffe, c'est-à-dire qu'on va améliorer le contrôle moteur, la capacité de contraction, et ensuite, on va faire du renforcement. Comment on active une coiffe? On va activer une coiffe en jouant sur différents éléments. L'idée, c'est de se dire que peut-être qu'il y a une douleur dans le bras qui n'est pas tellement due aux éléments périphériques, mais qui est due au fait que votre coiffe, elle s'active trop tard. Et on sait que si la coiffe s'active trop tard, eh bien, vous allez avoir des douleurs précoces, ça ne se passe pas bien. Alors, dans les stratégies d'activation de coiffe, on a plusieurs choses qu'on peut faire. La première chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut demander à la personne, au lieu de lever le bras tendu, de réduire son bras de levier. Donc, c'est tout con, c'est vraiment, je plie mon coude et je lève. Des fois, rien qu'en faisant ça, on n'a plus mal. Donc, c'est quoi l'exercice? On lève les bras, coude plié. Bon, c'est vrai que souvent, ce n'est pas suffisant. Donc, qu'est-ce qu'on va demander? Deuxième stratégie qui marche très bien, on va demander à la patiente de serrer le poing. Par irradiation musculaire, quand vous allez faire ça, bah, parfois, poing serré, là, la douleur, elle disparaît. Alors, c'est très étonnant, les gens, ils n'y croient pas. Je ne comprends pas, juste serrer le poing. Je dis, ben oui, mais c'est normal, c'est mon métier de faire des miracles. Donc, on serre le poing, on lève le bras, et si ça fait du bien, bah, on fait faire le mouvement comme ça. Mais des fois, ce n'est pas suffisant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire travailler l'autre côté. Ça s'appelle l'éducation croisée. Donc, si vous faites faire un mouvement de l'autre côté en même temps, assez souvent, pareil, ça inhibe un peu plus, ça active plus la coiffe. Quand ce n'est pas suffisant, vous avez la possibilité de prendre un élastique et de faire une contraction préalable de la coiffe. Il faut prendre un truc très très léger. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit léger. Il faut que ce soit une contraction qui soit à peu près à hauteur de 10% de la force maximale développée. 10-15%. Parce que si vous faites trop fort, vous avez les muscles de force qui prennent le relais. Donc je me mets là, j'écarte un peu et j'essaie de lever comme ça. Si ça ne fonctionne pas, on va cumuler, on arrive au fameux exercice qu'on appelle le step-up, qui est un exercice grand classique. Je me mets ici, j'écarte, je lève, et en même temps que je vais faire ça, je vais faire un pas en avant. Alors, le coup du pas en avant, c'est très bizarre. C'est que parfois, des gens, ils ont mal, ils rajoutent la jambe, et là, la douleur, elle disparaît. Alors, il y a 2 choses qui font que ça fonctionne. Le premier, c'est probablement l'activation. Vous allez activer une chaîne motrice, et du coup, bah, votre coiffe, elle s'allume plus fort, parce que chez vous, c'est câblé comme ça. Peut-être vous avez fait 10 000 fois un service, et du coup, bah, vous êtes organisé comme ça. Et la deuxième chose probable, c'est aussi que vous avez détourné l'attention et engagé d'autres articulations. Donc souvent, le geste, il est plus naturel. Parce que c'est rarissime que sans bouger, on fasse juste lever le bras. Très souvent, on est dans l'action, on est en train de bouger. Donc ça, c'est très intéressant. Et si ça ne fonctionne pas, alors pour le coup, pour l'avoir essayé et enseigné, j'ai eu beaucoup de retours de collègues kinés qui sont spécialisés en scénologie. Le fait d'avoir introduit des mouvements d'activation dans la coiffe, ça change complètement la pratique. Ça améliore vraiment la fonction de ces patientes. Et si ça ne marche pas, on a possibilité de passer à quelque chose d'un petit peu plus simple. Alors vous allez me dire, ouais, il a rien inventé, il pousse un ballon sur une table. C'est vrai, mais ça peut être déjà un début d'activation. Et vous voyez, ce qu'on fait faire, c'est qu'on fait faire en même temps une descente sur les jambes. Pourquoi? Parce que c'est pour activer la chaîne cinétique. Donc vous pouvez faire ça, et ensuite vous pouvez également le faire d'un bras sur un côté en faisant glisser un ballon. Parfois, le fait de descendre comme ça, c'est déjà lever le bras et elles n'ont plus de douleur. Donc cette activation-là, c'est hyper intéressant à tester et à évaluer. Et en général, quand ça fonctionne, c'est-à-dire quand la douleur disparaît, moi ce que je fais, c'est que je leur dis pendant une semaine, vous allez me faire ça tous les jours, plusieurs fois par jour. Il ne faut pas qu'il y ait de douleur. Très important parce qu'avec la douleur, ça ne peut pas activer. Et une fois qu'on se revoit la semaine suivante, comme la coiffe est bien activée, ensuite là on peut la renforcer. Mais l'activation dans l'épaule, on essaie toujours de l'activer avant. Parce que ça ne sert à rien de commencer à soulever du lourd si derrière, vous n'avez pas d'activation. Voilà pour ce que je peux vous dire pour la coiffe. Et juste pour l'activation, pour finir, ce qui est recommandé dans l'exercice, c'est pas que faire de l'endurance. Parfois, c'est hyper intéressant d'aller faire travailler l'hypertrophie. Parce que déjà, c'est pas dans notre génétique de kiné. Nous, on est des gentils kinés qui n'aiment pas mettre les gens en échec. Parce que des fois, on se dit qu'ils sont fragiles. Et notamment, quand on parle d'échec, en scénologie, quand vous parlez d'échec, la première fois que j'ai utilisé ce mot, j'ai cru que j'allais me prendre des tomates.
parce que l'échec ou le pronostic en scénologie, c'est pas bien vu du fait du cancer. Et donc, on parle bien d'échec de contraction. L'idée, c'est que la personne, quand elle va travailler à 10, 11, 12 répétitions, elle ne peut pas forcément faire une de plus. Et si vous êtes sur cette modalité-là, en imaginant que vous faites 6 séries de 12, là, c'est intéressant parce que vous allez être dans la sphère hypertrophie. Et peut-être que ces patientes, elles n'ont pas forcément besoin d'endurance, elles ont peut-être besoin d'hypertrophie. J'en viens au deuxième élément clé, l'attitude en protection du sien. Donc je vous rappelle, c'est quoi? C'est le fait d'avoir une épaule qui est plutôt enroulée, fermée, une antépulsion. Donc une fois qu'on l'a évalué, il va falloir travailler sur ce qu'on appelle les dyskinésies, rechercher la cause. Et un des premiers trucs qu'on peut faire, c'est prendre conscience de la position et travailler cette fameuse ouverture-rétraction cervicale. Alors je vous montre un exercice. Après, il y a tout ce qui est travail petit pec, grand pec, trapèze sup. Faut pas laisser un petit pec terroriser les épaules comme ça. Donc, moi, ce que je propose, c'est soit faire une technique myotensive, sinon un étirement qui marche très bien. Pour ça, mais avec un petit détail. Vous allez vous placer près d'une porte. On amène le coude, donc on essaie de mettre à hauteur de l'épaule. Et surtout, très important, il faut sortir la main du mur. Pourquoi? Parce que si vous gardez la main sur le mur, vous mettez en tension le plexus brachial et le nerf médian. Et on sait qu'il peut y avoir des douleurs, justement, neurogènes. Donc le fait de sortir, ça relâche le nerf médian. Et du coup, c'est pas forcément les nerfs qui vont vous limiter. Et à partir de là, le mouvement, ça va être j'avance et je me tourne. Après, vous avez ce fameux trapèze inférieur qui est un peu une saloperie à travailler parce qu'il faut avoir conscience du mouvement. La contraction du trapèze inf, c'est amener ses scapulas vers les fesses et vers le dedans, comme ça. Donc quand je fais ça, là, je travaille mon trapèze inf. Et donc, on n'a pas beaucoup d'exercices qui ne soient pas durs pour le solliciter. Vous savez, les trapèzes inf, c'est tous les exercices où vous êtes sur le ventre et on peut faire Superman. Les trucs horribles, quoi. Hein. Donc, quand tu as mal, tu ne peux pas le faire. Par contre, c'est pour ça d'ailleurs que le mouvement de rameur... Ah, avirose, ça y est. Oh, putain. Tout à l'heure, je cherchais rose pirate. Avirose, c'est l'aviron dans le cancer du sein. Excusez-moi, Donc, je pensais au geste du rameur. En fait, il y a un exercice tout bête pour le trapèze inf, c'est le rameur bas. On va venir attraper un élastique, on va venir tirer, et quand on tire, on vient sortir les pectoraux. Et enfin, lutter contre les croyances. Peut-être c'est un vecteur important. Pourquoi la patiente se ferme comme ça? Peut-être qu'on lui a dit qu'il fallait qu'elle protège sa cicatrice. Peut-être qu'on lui a dit qu'il fallait pas trop qu'elle bouge parce que son bras allait gonfler. Peut-être qu'on lui a dit que surtout il fallait faire doucement parce que la prothèse, etc. Et donc, remettre un petit peu de sens à tout ça, ça va aussi lui permettre de s'ouvrir. Il y a aussi autre chose qui est parfois nécessaire, c'est se réapproprier ce nouveau corps parfois et cette nouvelle poitrine et aussi accepter de se regarder et pourquoi pas travailler avec des gens dont c'est la spécialité pour accompagner ce changement de corps. Bon, pour l'acromioclaviculaire, c'est très simple. Et en fait, il suffit d'attraper la clavicule, d'attraper la scapula et de faire ça. Bon, ça c'est pas difficile. Par contre, beaucoup plus intéressant en termes d'exercice. Qu'est-ce qu'on peut faire pour une acromio? Alors, il y a un truc tout bête, encore avec cet élastique, que je trouve très très bien. C'est pas grave si on n'a pas toute l'amplitude, on peut quand même essayer de le faire. Vous mettez un élastique au-dessus de l'épaule, avec une serviette ici pour pas que ce soit douloureux. Et l'idée, pour qu'une clavicule, une acromio aille mieux, c'est qu'il faut avoir une contraction du trapèze et du deltoïde en même temps. Alors, il y a plusieurs façons de faire. La première, la plus simple, mais il faut toute l'amplitude. On se met là, on a une petite haltère, et on va dire à la patiente de venir pousser vers le plafond en même temps qu'elle hausse l'épaule. Donc là, j'ai bien une contraction du deltoïde statique et du trapèze sup. Donc ça, ce travail-là est intéressant. Mais des fois, c'est pas possible de faire ça. Donc ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est demander de prendre ce fameux mouvement de step-up et de dire, avant de lever, on va faire j'hausse les épaules, et je pousse jusqu'où je peux, et je relâche. Donc on a une pré-contraction du trapèze, et ensuite on fait le geste, et on relâche. Pré-contraction du trapèze, et je fais le geste. Donc ça, c'est très intéressant. Et on retombe aussi sur ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, pour traiter le trapèze. Donc ça, acromioclaviculaire, c'est pas compliqué. Enfin, pour finir, point trigger cicatrice, ça c'est pareil, il y a un petit désamour de certaines nouvelles générations là-dessus. Je ne vous incrimine pas les générations, je incrimine peut-être aussi plus les formats d'enseignement. Le massage, c'est, je dirais pas que c'est has-been, mais ça a souvent été critiqué. En fait, la seule façon de voir si vous avez des douleurs projetées d'origine musculaire, c'est de les palper. Et puis, si vous voyez qu'il y a la pression sur un trapèze, un petit pec, que vous avez des douleurs à distance, moi, je trouverais ça dommage de ne pas faire quelque chose pour imiter ça. Parce que je me dis toujours, si le fait d'appuyer sur mon muscle, ça me déclenche une douleur à distance, le fait que mon muscle se contracte, ça va aussi déclencher une douleur à distance. Parce que quand je vais me contracter, ça va appuyer sur le point.
Donc c'est vraiment un peu débile, je trouve, de ne pas le traiter. Donc comment on peut traiter un point trigger? L'avantage, c'est qu'il y a plein de possibilités. Le contracter à lâcher, c'est une possibilité. Donc ce que je vous ai montré, ça marche. Sinon, il y a un truc tout bête, la compression ischémie. Vous allez prendre appui sur le point qui vous gêne et vous allez venir appuyer et relâcher, ou même triturer un petit peu. Il ne faut pas hésiter à appuyer dessus jusqu'à ce que la douleur diminue grandement et passe. Dans les muscles à regarder, vous avez vraiment le petit pec, le grand pec qui peuvent déclencher des trucs comme ça. Et la coiffe aussi, la coiffe déclenche des douleurs projetées sur l'avant, notamment à l'arrière. Et vraiment dommage de ne pas le faire. Moi, j'explique à mes patients, je lui dis, c'est comme si vous aviez une écharpe dans la main, je vous demandais de fermer la main. En fait, quand j'ai une écharpe dans la main, je ne peux pas serrer fort. Si quand vous contractez votre muscle, vous avez un point trigger, on sait que ça inhibe la fonction et ça augmente la fatigue musculaire. Donc, c'est intéressant. Et également, le traitement de la cicatrice, mais ça paraît évident. Pour limiter les douleurs d'épaule, si vous avez une cicatrice adhérente, un truc qui ne bouge pas et qui fait mal, dès que vous allez lever, déjà, ça va inhiber votre coiffe. Et en plus, vous ne pourrez pas lever. Enfin, pour finir, je voulais vous parler un peu de ça. Du syndrome neurogène, des douleurs neurogènes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu la neurodynamique, mais le principe, c'est quoi? Ça va être de mobiliser un nerf pour essayer déjà de le faire glisser, parce que de temps en temps, le nerf, il colle, suite aux opérations, suite aux marches qu'il y a eu, et ça peut déclencher des douleurs neurogènes. Et aussi parce que avec les traitements, vous pouvez avoir comme la souplesse du nerf qui devient limitée. Alors, pour finir, je voulais juste vous passer, mais je pense que, alors, pour celles qui font du cancer du sein, elles connaissent forcément le RKS. D'ailleurs, je ne sais pas, il y a des membres du RKS ici ou pas? Non, il n'y en a pas. Le RKS, c'est le réseau des kinés du cancer du sein. Si vous ne savez pas où envoyer une patiente, c'est que des kinés qui sont spécialisés. Alors, elles ne font pas que ça, elles ne font pas que du cancer du sein forcément, mais par contre, elles ont été formées pour le faire, parce que pour rentrer dans ce réseau-là, il faut montrer pas de blanc, si je puis dire, montrer que vous avez été formé dedans et que vous avez les compétences. Et c'est un système vachement bien fait parce qu'il y a pas mal de choses, notamment un guide pour aider les patientes post-cancer du sein, et c'est un guide où il n'y a pas trop de croyances, parce que en préparant la conférence, j'ai recherché des guides sur Internet, et il y en a plein qui vous disent on ne porte pas avec un bras qui est opéré, on ne prend pas de vaccin, on fait attention quand on prend un plat du four parce que si on se brûle, ça va faire un lymphœdème, et il y a plein de trucs comme ça, alors que ça, c'est des faux scientifiques. Il n'y a pas de preuve qu'il faut forcément économiser l'épaule. Bien sûr, en post-op, on fait attention, mais il faut au contraire bouger, faire de l'activité physique et ramener ces femmes à l'activité physique. Voilà pour finir la diapo de synthèse. Qu'est-ce que je peux vous dire en conclusion de cette longue journée? Vous pouvez peut-être vous poser la question quand la personne vient vous voir, ok, quel est le type d'épaule qu'elle a? Est-ce qu'elle est plutôt raide, déficitaire, douloureuse? Et dans le cas d'une épaule douloureuse, moi je pense que les trucs qu'il faut vraiment pas rater, c'est les tendinopathies de la coiffe. Il faut aller les chercher. Donc pour ça, vous avez le cluster de 5 tests. Et ensuite, une fois que vous trouvez un problème, activez puis renforcez. Pour l'attitude de protection du sein, posez-vous la question, est-ce qu'elle y est? Et si oui, est-ce que la personne est capable d'en sortir? Si elle ne peut pas en sortir, il va falloir que j'aille travailler la mobilité, redonner du mouvement et surtout du contrôle moteur. L'acromio-claviculaire, c'est hyper simple, ça mange pas de pain, et ça peut rapporter gros. Et enfin, le syndrome douloureux post-mastectomie, ne laissez pas tomber les techniques tissulaires, manuelles. Il faut aller chercher, mobiliser, palper pour voir ce que ça change. Et pour finir, quoi qu'il arrive, visez toujours l'actif. C'est vraiment l'objectif absolu parce qu'on sait que ça améliore le pronostic, ça diminue la douleur, ça enlève la fatigue, ça redonne de l'atrophie musculaire. Et le passif ne peut être utilisé qu'en tremplin, mais c'est un tremplin quasiment obligatoire. C'est-à-dire que la piste, il y a forcément un tremplin qui est le passif. Et l'objectif final visé, c'est l'actif. Eh ben, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à là.